Ferme les yeux et imagine être pris dans les tirs croisés d'une insurrection djihadiste. Omir. Tu es un civil ordinaire dans un village ordinaire, loin d'une grande ville, essayant de prendre soin d'une famille ordinaire. Malgré des moyens très limités et encore moins d'argent, tu arrives à t'en sortir. Mais tu vis sous une menace constante, entre les combats dans la brousse qui envoient parfois des balles vers ta maison et le risque réel d'être entraîné dans une inquisition islamiste. Si le soupçon tombe sur toi ou ton village, les conséquences pourraient être désastreuses. Les djihadistes viendront frapper à ta porte. Ils te rassembleront avec tes compatriotes et, selon les informations qu'ils pourront obtenir, tu pourrais tout perdre, y compris ta vie. Mais imagine à quel point ta situation devrait être encore pire si la menace de violence des djihadistes paraît insignifiante comparée à ce que le gouvernement te fera s'il te trouve en premier. Dans les 3 pays que sont le Mali, le Niger et le Burkina Faso, qui s'étendent à travers la bande aride de terre connue sous le nom de Sahel africain, ce danger constant fait partie de la vie quotidienne. La puissante insurrection liée à Al-Qaïda parcourt la région, capturant des villageois, coupant les approvisionnements en énergie et faisant tout son possible pour étouffer toute résistance à leur mouvement. En périphérie, un ennemi encore plus dangereux rôde dans l'ombre, l'État islamique au Sahel. Cependant, les gouvernements militaires de ces 3 pays pourraient être encore plus redoutables que les djihadistes. Les chiffres sont clairs. Au Mali et au Burkina Faso, un rapport récent de Human Rights Watch et du groupe de surveillance des conflits ACLED indique que les forces gouvernementales et leurs alliés ont tué plus de 2 fois plus de civils que les djihadistes. Pour les gens ordinaires pris au piège, il n'y a aucune issue. Et tout porte à croire que la situation peut encore empirer. Une terre de guerre. Même comparée à la plupart des conflits à travers le monde, les insurrections qui se chevauchent dans la région du Sahel sont un sujet particulièrement complexe. Ce problème est aggravé par la rareté relative des reportages provenant de la zone de conflit, où les journalistes indépendants sont en danger permanent et où les grands médias mondiaux hésitent à consacrer des ressources. Comme au Myanmar, au Soudan ou au Congo, le conflit au Sahel est une guerre menée dans l'ombre. Donc, avant de pouvoir aborder les menaces graves auxquelles les communautés du Sahel sont confrontées, nous devons d'abord comprendre l'équilibre des pouvoirs dans cette partie du monde. Au centre de notre discussion et au cœur de tout ce conflit se trouvent les 3 nations clés qui ont été prises en main par leurs armées respectives dans les années 2020. D'abord le Mali, puis le Burkina Faso, puis le Niger. À noter que la Guinée, voisine du Mali, a aussi connu un coup d'État en 2021, mais elle n'est pas pertinente ici. Après avoir pris le pouvoir, le nouveau trio de régimes militaires du Sahel a formé l'Alliance des États du Sahel. Les 3 pays ont exprimé des griefs communs. L'incapacité des gouvernements civils à gérer l'insurrection djihadiste croissante, leur corruption généralisée et le ressentiment envers la France, les États-Unis et d'autres soutiens occidentaux en matière de sécurité. Ce ressentiment était en partie dû à la perception que ces nations n'aideraient pas le Sahel face au djihadisme, et surtout à la longue histoire de l'exploitation coloniale française dans la région. Après avoir rompu avec l'Occident, les 3 nations ont quitté la CEDEAO et créé leur propre alliance des États du Sahel en alternative. Ils ont ensuite sollicité la Russie comme autre soutien, accueillant d'abord les mercenaires du groupe Wagner, puis, après la mutinerie ratée de 2023 leur remplaçant, au sein d'une force paramilitaire russe plus contrôlable, l'Afrika Corps. De l'autre côté du conflit se trouve Jamaat al-Nusrat al-Islam wal-Muslimin, mieux connu dans le monde sous le nom de Jenim. Il s'agit d'une insurrection liée à Al-Qaïda, créée en 2017 comme une union de plusieurs groupes djihadistes antérieurs ayant des liens avec les groupes ethniques Talreg et Falani, chacun ayant sa propre histoire longue et complexe de résistance contre les gouvernements du Sahel. Au début des années 2020, Jenim était vu par les experts internationaux de la lutte antiterroriste comme l'insurrection militante à la croissance la plus rapide, et aujourd'hui il compte parmi les groupes rebelles non étatiques les plus puissants, incluant des organisations djihadistes et non djihadistes. Ils cherchent à créer un proto-État semblable à l'État islamique d'Irak et de Syrie des années 2010, diffusant leur vision particulière de l'islam fondamentaliste dans la région. Si vous connaissez peu ce conflit, il est compréhensible qu'une alliance de 3 régimes militaires aidés de mercenaires russes paraisse être un adversaire de taille face à des partisans dispersés d'Al-Qaïda. Mais Jenim s'est révélé supérieur à ses adversaires régionaux. Les 3 gouvernements militaires ont été particulièrement mauvais pour coordonner leur riposte entre eux, y compris avec une soi-disant force unifiée d'environ 6000 soldats qui n'a obtenu aucun résultat décisif. Les soldats des 3 régimes sont constamment victimes d'embuscades, d'attaques aux engins explosifs improvisés et même d'attaques directes contre leurs bases, souvent menées par des essaims de motos.
Les mercenaires russes n'ont pas fait mieux, entre quelques pertes assez spectaculaires lors de confrontations directes et une attrition constante dans leurs rangs, les djihadistes les visant délibérément. Jenim a paralysé des régions du Mali en bloquant les importations de carburant, généralement transportés par camions-citernes. Pire, le groupe s'est étendu dans des pays voisins comme le Bénin, le Togo et le Nigeria, exploitant les tensions régionales pour établir des bases et zones de rassemblement inaccessibles aux trois régimes militaires. Jenim s'engage également dans des combats fréquents contre l'État islamique au Sahel, un groupe encore plus extrême et encore plus violent qui a profité du chaos de la région du Sahel pour devenir l'une des franchises de l'État islamique les plus puissantes au monde. Après des années de collaboration entre l'Alliance des États du Sahel et la Russie, les résultats sont évidents. Aussi insuffisants que puissent avoir été les précédents gouvernements civils ou leurs sponsors occidentaux, le statu quo actuel est clairement pire. Pour les dirigeants militaires, l'enjeu est crucial car leur pouvoir et légitimité dépendent de leur capacité à réussir là où les gouvernements civils n'ont pas réussi. Parmi les dirigeants des trois nations, le plus célèbre est Ibrahim Traoré du Burkina Faso, âgé de seulement 38 ans et qui avait 34 ans lorsqu'il a pris le pouvoir. Traoré préside à un culte de la personnalité en pleine expansion, qui le présente comme un panafricaniste fier, déterminé à briser les chaînes du néocolonialisme qui ont maintenu le Burkina Faso marginalisé. Il est très populaire à travers le continent. Il s'est montré habile dans la communication sur les réseaux sociaux et tient des discours très ambitieux, affirmant qu'il rendra le Burkina Faso totalement autosuffisant sur le plan alimentaire d'ici la fin 2025 et qu'il procède à une restructuration de l'économie du Burkina Faso. Il se montre aussi de plus en plus direct sur ses intentions, déclarant en avril aux journalistes « Les gens doivent oublier la question de la démocratie ». C'est une sacrée déclaration. Le dirigeant du Mali, Assima Goïta, et celui du Niger, Abdourahmane Tchiani, gardent un profil un peu plus discret, mais tous deux adoptent une approche similaire à celle de Traoré dans les grandes lignes. Tous tentent de trouver un équilibre délicat dans leur situation, et ils le savent tous. Selon la façon dont ils échouent, cela pourrait entraîner des manifestations pro-démocratie, un coup de palais ou une tentative de l'armée d'imposer un nouveau régime. Mais début 2026, il semble que les trois régimes militaires du Sahel échouent d'une manière encore plus dangereuse. Dans leur pays, surtout en campagne, les régimes n'ont pas amélioré la vie des gens ordinaires. La pauvreté est répandue, les inégalités et le chômage élevés, et les perspectives de changement, individuellement comme collectivement, sont minimes. Dans n'importe quelle partie du monde, ces problèmes auraient tendance à éloigner les gens ordinaires et marginalisés des messages ou de la mission de leur gouvernement. Mais dans cette région du monde, où les idéologies djihadistes et fondamentalistes islamiques sont déjà répandues, ces conditions socio-économiques persistantes et les échecs des gouvernements offrent à un mouvement comme Jenim un environnement de recrutement idéal. La seule chose qui rendrait les gens ordinaires encore plus enclins à sympathiser avec les djihadistes serait que les gouvernements militaires du Sahel commettent eux aussi régulièrement des abus contre la population. Si cela ressemble à une introduction rhétorique pour que nous puissions vous parler de toutes les atrocités incroyables que ces armées nationales ont commises ces dernières années, eh bien félicitations, vous avez parfaitement compris. Les armées du Mali, du Niger et du Burkina Faso n'ont jamais été reconnues pour traiter équitablement les civils, mais la situation est devenue totalement hors de contrôle depuis l'arrivée au pouvoir de leur régime. Les soldats pratiquent là souvent des exécutions extrajudiciaires, même lors de massacres où des dizaines ou centaines de personnes sont tuées. Des personnes ordinaires ont fréquemment disparu aux mains des forces de l'État, souvent en même temps que des journalistes et des militants des droits humains, et ceux qui survivent à leurs épreuves rapportent souvent l'utilisation institutionnalisée de la torture. Le Burkina Faso, en particulier, a pris l'habitude d'enrôler de force des journalistes et des opposants politiques pour les envoyer en première ligne. Dans ces trois pays, les militaires recourent à une violence basée sur le genre difficile à décrire précisément, surtout si nous voulons que cet épisode reste sur YouTube. La violence cible souvent des minorités ethniques subissant parmi les pires traitements. La présence de mercenaires russes, via le groupe Wagner ou l'Africa Corps, a aggravé la situation, ces derniers se conseillant souvent sur l'utilisation des crimes contre l'humanité pour en maximiser l'effet. Et c'est une sacrée phrase à dire. Mais aussi grave que la situation semblait être, il y a seulement quelques semaines, un rapport récent de Human Rights Watch a révélé que l'ampleur réelle du problème est encore pire. Ce rapport de 316 pages intitulé « None Can Run Away » se concentre principalement sur le Burkina Faso. Depuis 2023, le rapport indique que plus de 1800 civils ont été confirmés tués au Burkina Faso lors de l'insurrection en cours, en plus de dizaines de milliers de personnes déplacées.
Mais selon Human Rights Watch, le gouvernement du Burkina Faso et ses alliés dans les milices locales sont responsables de plus du double du nombre de civils tués par Jenim et l'État islamique. Le rapport dénonce explicitement, je cite, « les abus horribles du Burkina Faso et accuse le pays de nettoyage ethnique contre les civils de la minorité Peul ». En citant le directeur exécutif de Human Rights Watch, l'ampleur des atrocités commises au Burkina Faso est stupéfiante, tout comme le manque d'attention mondiale porté à cette crise. Malheureusement, cette histoire ne fait que devenir plus déprimante à partir de maintenant. Mais avant d'aller plus loin, c'est le moment de faire la promotion de France.co. Front.co est le site premium de notre équipe, un média d'actualité et une plateforme d'analyse des conflits mondiaux. Sur France.co, notre équipe travaille avec des journalistes primés et des experts pour offrir des analyses essentielles sur les conflits, points chauds et la géopolitique mondiale. Nous offrons chaque semaine des vidéos exclusives et une salle de briefing rassemblant des histoires méconnues du monde entier. Sur France.co, nous proposons aussi une newsletter gratuite 2 fois par semaine, sans contrequis, offrant des mises à jour régulières sur le conflit au Sahel et d'autres points chauds souvent négligés. La newsletter s'appelle War France Weekly, et vous pouvez vous inscrire en utilisant le lien dans la description ci-dessous. Le meilleur dans tout ça, c'est que si vous choisissez de devenir membre premium via France.co, cela ne coûte que 5 $ par mois ou 50 $ par an. Consultez le site et abonnez-vous à War France Weekly pour des mises à jour régulières sur le Sahel et d'autres zones de conflit mondial. De grands mots. Maintenant, au cœur du conflit actuel au Sahel se trouve une contradiction qui semble défier la logique elle-même. C'est une guerre où, d'un côté, on trouve une insurrection djihadiste extraordinairement puissante menée par Jenim, ainsi que l'une des franchises régionales les plus redoutables de l'État islamique. Il est indéniable que ce sont les méchants. Les rapports de Human Rights Watch le soulignent. Des années de reportages d'experts de grande qualité sur le conflit au Sahel le soulignent également. Et pour la postérité, nous allons aussi le souligner. Mais ça en dit vraiment long sur un conflit comme celui-ci. Si un groupe comme Jenim ou même l'État islamique ne sont en quelque sorte pas les pires types. Et selon les chiffres, ils ne le sont tout simplement pas. Aussi accablant soit-il pour le Burkina Faso, le rapport concorde avec la plupart des rapports objectifs sur la crise du Sahel, où les forces burkinabées ont été mises en cause dans de graves actes de violence contre leur population. Pire, il y a des raisons de penser que le nombre de morts est largement sous-estimé. C'est une région où la violence survient principalement dans des zones isolées, peu documentées et rarement observées, où les habitants parlent rarement aux étrangers, même lors de leur passage. Et comme le souligne le rapport de Human Rights Watch, le gouvernement du Burkina fait un effort actif et constant pour dissimuler ses propres abus. Ce n'est pas non plus un problème propre au Burkina Faso, loin de là. Les gouvernements du Mali et du Niger adoptent une stratégie similaire dans le conflit, impliquant souvent des violations des droits de l'homme, la répression et l'épuration de la population civile, quand cela les arrange. Prenons les massacres, par exemple. 2 des plus grands massacres perpétrés par le gouvernement au Burkina Faso dans un passé récent sont les tueries dans la ville de Djibo en 2023 où plus de 400 civils ont été tués, et les tueries dans les villages de Nongin et Soro en 2024 où au moins 223 autres civils, dont 56 enfants, ont été massacrés. Mais ces 2 événements pâlissent en comparaison du massacre de 2022 perpétré par les forces maliennes aux côtés des mercenaires du groupe Wagner dans la ville de Moura en 2022, où plus de 500 civils ont été exterminés en l'espace de 4 jours. Encore une fois, Jenim est aussi à blâmer. Le groupe a plusieurs fois revendiqué des massacres de centaines de civils en une fois. Étonnamment, la différence de comportement de Jenim face aux forces gouvernementales a permis à Jenim et à l'État islamique de recruter efficacement, bénéficiant souvent du soutien local dans les zones rurales durement touchées par les combats. C'est un conflit où il n'existe tout simplement aucune force combattante à qui l'on puisse faire confiance pour ne pas massacrer des civils, et lorsque les communautés civiles sont obligées de choisir un camp pour essayer d'obtenir un certain degré de protection, elles choisissent souvent les djihadistes. Le régime fait disparaître les gens plus arbitrairement. Il tue souvent sans même chercher à savoir qui soutient ou non les djihadistes, et d'une certaine manière, ils parviennent à atteindre un niveau de violence encore pire que celui des djihadistes. Le régime concentre sa violence sur les communautés minoritaires appauvries, tandis que les djihadistes prétendent souvent, même de façon douteuse, essayer de protéger ces communautés. Jenim exploite des griefs sociaux de longue date. Il protège les petites communautés contre les bandits, les pillards et les milices ethniques rivales. Ils mettent en place des tribunaux islamiques pour résoudre les conflits locaux et proposent une certaine prospérité à ceux qui rejoignent l'insurrection. Quand les forces gouvernementales arrivent,
Leur présence signifie la mort, souvent avec les rires et acclamations des Russes blancs, qui semblent se prendre plaisir à la souffrance des gens. Et encore une fois, les chiffres ne mentent pas. Les forces gouvernementales et les djihadistes tuent des civils, mais les premières le font à plus du double du taux des seconds. Ces communautés n'ont pas non plus de réelle opportunité de chercher une voie différente pour avancer. Les communautés des zones les plus à risque sont aussi les plus pauvres, avec un accès limité aux armes qu'elles n'obtiennent généralement que via des réseaux de trafic et des marchés noirs contrôlés par les djihadistes. La protestation pacifique et la résistance non violente sont impossibles dans une région où soldats et insurgés abattent quiconque gêne leur route, sans chercher à connaître les motivations des victimes. Dans les 3 régimes militaires du Sahel, la dissidence est strictement réprimée et la brutalité valorisée, ce qui expose les factions internes modérées à des purges et réduit leurs chances d'être envoyées sur le front où elles pourraient en agir. Les gouvernements occidentaux ne peuvent intervenir, vu l'intransigeance des 3 régimes face à ce qu'ils jugent une influence néocolonialiste. Seule exception, les États-Unis où Washington veut relancer la coopération sécuritaire avec le Mali. Au vu de la gestion par Washington des conflits peu médiatisés au Congo, au Nigeria, en Haïti et ailleurs, l'administration américaine ne paraît pas vouloir adopter une position ferme contre les atrocités dans les zones de guerre. Pour les personnes prises au piège du conflit au Sahel, il n'y a pas de gentils, il n'y a pas de personnages moralement ambigus, et il n'y a même pas de méchants typiques. Il y a des individus exceptionnellement mauvais, prêts à mener des attaques massives contre des civils quand bon leur semble, et il y a, d'une manière ou d'une autre, des individus encore pires prêts à faire la même chose, mais qui comptent sur des soutiens étrangers et les institutions étatiques pour réussir. Les civils n'ont ni une force collective protectrice efficace, ni le soutien d'une puissance extérieure disposant des ressources et de la volonté nécessaires pour agir. Ils sont à la merci de forces combattantes agissant en toute impunité, tandis que l'Union africaine, la CEDEAO, l'ONU et les grandes puissances ont choisi de rester à l'écart. Le directeur exécutif de Human Rights Watch l'a parfaitement résumé en parlant du Burkina Faso, avec un message qui devrait avoir du poids dans tout le Sahel. Je cite, « Le monde doit reconnaître l'ampleur des atrocités qui se déroulent au Burkina Faso afin d'y mettre fin. » Et il a raison. C'est effectivement nécessaire, mais toutes les preuves disponibles suggèrent que ça n'arrivera pas. Et certainement pas de sitôt. Merci d'avoir regardé.